Donc Catherine Monory, double championne du monde de voltige aérienne. Alors si je pose des questions bêtes, c'est parce qu'en aéronautique, je suis pas très bon. Moi, je suis pas très bonne en espace, donc heureusement j'ai mon frère qui m'aide beaucoup. Ouais. Mais on va rester dans le domaine aéronautique, le micro bien près. D'accord. Voilà. Donc vous êtes plus jeune pilote de France. Ah bah ça dure une journée, hein, parce qu'après il y en a toujours un autre, mais il y a plein de jeunes. On peut passer son brevet, vous savez qu'on peut voler seul. Maintenant c'est 16 ans, mais c'était 15 ans. Et le brevet à 17 ans, donc avant de savoir conduire. Donc il y a plein de jeunes pilotes, plus jeunes pilotes, jusqu'au lendemain, il y a quelqu'un de nouveau qui a 17 ans qui le passe et qui est le plus jeune, mais c'est sympa, oui. C'est sympa. Mais ça peut paraître étonnant d'arriver à avoir la maturité pour piloter un avion avant la maturité pour piloter une voiture. Comment ça se passe? Eh bien, la réglementation est ainsi faite, donc il faut croire que c'est moins difficile. Il faut croire que c'est moins difficile ou moins encombré. En tout cas, ça force beaucoup à se poser, à connaître la réglementation. Disons que c'est un très bon moyen de passer à l'âge adulte ou d'avoir des responsabilités d'adulte. Je me souviens de mon premier vol seul. J'ai eu l'impression de voir devant moi une piste, mais en même temps la vie d'adulte. On me confiait un avion, vous vous rendez compte ce que ça représente? J'avais 15 ans. Et j'avais un peu les jambes qui tremblaient quand même, mais ça voulait dire qu'on me faisait assez confiance pour ça. Alors qu'effectivement, on attend plus tard parce que je pense que dans une voiture, vous pouvez plus facilement faire des tas de bêtises. Vous avez déjà en face... Enfin, l'avion, quelque part, est moins dangereux que la voiture. L'avion est moins dangereux. Mais quand même, pour être bien clair, quand on dit plus jeune pilote de France, c'est lâcher seul. C'est pas vous piloter avec quelqu'un. Ah non, c'est tout seul, bien sûr. C'est tout seul. Donc il y a eu le lâcher. Le lâcher 15 ans. 15 ans. Donc le lâcher, pour les gens qui ne connaîtraient pas trop, c'est quand... Ça veut dire le premier vol seul. Le premier fois seul, que l'instructeur descend de l'avion et vous dit il faut y aller tout seul. Bon, c'est un grand moment quand même, que vous avez 15 ans ou 16 ans. Mais je crois que si on est plus âgé aussi. Donc après un parcours extraordinaire, maîtrise de philosophie, chef de cabinet Air France, double championne du monde de voltige aérienne. Alors moi, quand je suis dans un avion, quand il y a un peu de turbulence, je ne suis pas à l'aise. Donc la voltige aérienne, j'ai vu les évolutions, c'est impressionnant. Comment on arrive, d'abord le goût, comment on se dirige vers la voltige aérienne? Ah, c'est une affaire familiale parce que, en fait, mon père était pilote privé aussi, mais son instructeur était quelqu'un qui faisait de la voltige et de la compétition. Et j'ai vu ça et ça m'a immédiatement plu, un peu comme les petites ouates qu'on rame de Lorraine, un peu, hein, elles ont suivi leur père. Et en fait, j'ai toujours continué à aimer ça. Je me suis pas lassée. Voilà. Parce que par rapport à un avion, on décolle, on pilote, on va vers une destination, on atterrit. Mais en voltige aérienne, c'est de l'art finalement. En voltige aérienne, on peut vraiment utiliser les 3 dimensions. Ce qu'on ne fait pas effectivement dans un avion, ce qui est très sympa pour se déplacer d'un point à un autre, c'est rapide, c'est pratique, c'est tout ce qu'on veut. La voltige, c'est à la fois un sport et un art, si on veut, parce qu'on dessine des choses dans le ciel. Souvent, vous imaginez par exemple une chorégraphie, et avec votre avion, vous allez le faire. Donc, en bout d'aile, on a des viseurs, et souvent, je regarde en bout d'aile, je le mets par rapport à l'horizon, vertical, 45 degrés. Enfin, c'est quelque chose c'est très construit. Hein. Je fais un programme là qui dure 7 minutes, mais c'est toujours le même. Je l'ai travaillé pendant longtemps. Quand je dis toujours le même pendant tout par exemple, le salon du Bourget, quand je suis arrivé, je l'ai donné à mon directeur de vol et je lui ai dit je vais faire ça tous les jours. Et si tout d'un coup je fais quelque chose de vraiment différent, il va s'inquiéter. Donc on n'improvise pas pour ne pas prendre de risques. Je vais jamais me dire je rajoute quelque chose. Non, la sécurité c'est ça, je pense que je peux faire ça, j'arrête là. C'est très préparé, c'est un peu comme par exemple dans le patinage artistique, on sait des heures et des heures de répétition. Tout à fait la même chose. C'est tout à fait la même chose, mais avec un avion. Mais avec un avion. Donc il y a la part de la machine dont il faut tenir compte. C'est pas comme un cheval, c'est pas un animal parce qu'il a pas de réelle volonté propre, mais il accepte et il refuse certaines choses. Vous ne pouvez pas tout lui demander, mais il a ses limites et il faut en tenir compte. Mais souvent un avion, ça commence à trembler, on sent qu'il va pas vouloir faire quelque chose. Donc il faut savoir où ça s'arrête, où ça commence. Enfin. Vous dites donc que l'avion vous fait sentir les limites. Il prévient. Est-ce qu'il y a des avions qui préviennent mieux que d'autres, je dirais? Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi des avions qui peuvent faire de la voltige et d'autres pas. Il faut qu'il soit très solide. Celui-là, il est tout en carbone avec un fuselage en métal. C'est très solide et avec des très grosses commandes, de façon avec très peu de choses à l'intérieur. C'est très simple, mais des très grosses commandes, si bien que ça répond à ce que vous lui demandez. Vous tirez dessus, il monte. Hein, ça va pas discuter. C'est pas lourd. C'est une réponse immédiate. Vous voulez mettre les ailerons, si je fais ça, paf, je suis déjà sur le dos. Ça part tout de suite. Tout de suite. Et aujourd'hui, bon, comme je disais, vous êtes de l'autre côté de la barrière par rapport au public. Vous faites
une démonstration aérienne. Comment ça se prépare? Vous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce qu'il y a du stress? Et j'imagine des conditions de sécurité. On doit évoluer dans un certain volume. Comment ça se passe? Oui, c'est très délimité dans le volume, hein, parce qu'il y a la limite qu'on ne peut pas passer pour ne pas s'approcher du public. Il y a une limite en altitude aussi, une limite en place. Mais bon, moi je suis un peu dans les deux mondes, puisqu'en même temps je dirige le musée de l'air et de l'espace du Bourget, donc j'ai souvent plein de rendez-vous, mais je choisis d'avoir cette concentration nécessaire, c'est-à-dire que le matin avant mon vol, 2 heures avant, je n'aurai pas de rendez-vous, je n'accepterai pas, je vais au briefing et ensuite je pars en piste 1h30 au moins avant pour être seul avec l'avion, pour me détendre, pour savoir que voilà, il y a du vent aujourd'hui, ça va peut-être me pousser vers le public, ça va peut-être m'éloigner, c'est plus compliqué, il fait chaud, il fait ceci, on n'y voit pas, toutes ces choses qui sont du domaine du pilote, puis quand je sors c'est fait, je passe à autre chose. Donc même si le programme est très préparé, comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, il y a au moment du décollage ou un petit peu avant une part d'adaptation aux conditions de vol. Tous les jours, ça n'est jamais le même vol. Ça n'est jamais le même vol parce que les conditions... Vous voyez, tout à l'heure, on n'était pas du tout sûr qu'on aurait ce qu'on appelle le ceiling, le plafond nécessaire. C'est-à-dire qu'on avait, au début de la matinée, il y avait 1200 pieds, puis 1400 pieds. Donc moi, j'attendais que ça monte. 1800 pieds, j'avais besoin de 2000. Sinon, je suis assez embêté. On risque de rentrer dans le nuage et là, on perd ses repères. Donc il faut adapter le programme. En dessous de 1500 pieds, c'est-à-dire 500 mètres ici, les avions sont arrêtés. Vous avez vu jeudi, peut-être dernier, ceux qui étaient là. Rien ne volait parce que nous n'avions pas les conditions. Donc la sécurité, c'est d'abord de savoir ne pas faire quelque chose qui nécessite une autre adaptation. On a besoin d'y voir au moins 5 km. Et on a besoin d'avoir un peu de place sous le plafond, sous les nuages. Alors à l'instant, vous avez évoqué que vous étiez directrice du musée de l'air et de l'espace, qui est ici, juste là, juste à côté, donc je vous encourage à aller voir. Vous êtes également marraine d'Aéroscopia, qui a récemment accueilli son 100 millième visiteur. Donc là, on sent une volonté de partager votre passion. Ah oui, c'est très agréable parce que moi je suis venu à l'aviation, je le disais, grâce à mon père, mais aussi parce qu'il avait une grosse bibliothèque aviation. Donc petite, je me nourrissais des histoires, de la vie de Jacqueline Auriol, de choses comme ça. Puis après, j'étais très dans l'action, j'ai beaucoup piloté, je lisais moins. Et quand je suis revenu ici, j'ai retrouvé toute la trace de ceux qui nous ont précédés, de pouvoir comprendre, parce qu'en fait, dans un musée, vous avez surtout l'histoire de l'innovation. Tout ce qu'on a inventé, c'est incroyable. Il faut se dire qu'en 60 ans, par exemple, ce qui est très peu dans le temps, on va en 1909, on traverse la Manche à 100 à l'heure à peine. 60 ans plus tard, sort la même année le 747, c'est-à-dire le transport de masse, le Concorde, c'est-à-dire tout à fait autre chose, on vole à Mach 2, et on marche sur la Lune. Un bond pareil, ça se raconte dans le musée, puis c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on a eu de la chance de pouvoir commencer, puisque c'est une histoire neuve, hein, le premier vol, il date de 1903, d'avoir en même temps le cinématographe qui commence, c'est-à-dire on a des photos, on a des films des tout débuts, on a des archives, donc on a une histoire qu'on peut raconter. Et ce musée le plus ancien, on a commencé à garder des choses depuis 1919. On a la plus belle collection d'avions anciens du monde. Alors musée ou Aéroscopia, il y a une volonté aussi de transmettre les métiers pour la jeunesse. Hein. Tout à fait, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux jeunes parce que dans l'aéronautique, ce n'est pas que l'ingénieur, ce n'est pas que le pilote, il y a aussi la passion avec vous, la voltige aérienne. Les jeunes qui se dirigent aujourd'hui vers l'aéronautique, est-ce qu'on peut leur dire que c'est un secteur qui est ouvert? C'est un secteur très porteur quand même, hein. Même si en ce moment, quand on voit le nombre d'avions qui se vendent, même si en ce moment c'est un petit peu dur pour les pilotes, en France par exemple, on n'engage pas beaucoup, hein, mais il y a beaucoup de métiers tout autour. D'ailleurs, vous avez là, dans notre hall Concorde, c'est installé, ça vaut la peine d'aller voir pour les jeunes, l'avion des métiers, où on vous montre tous les métiers possibles et imaginables. Je pense même pas à tous, puisque j'ai une mentalité de pilote, donc je pense déjà pilote. Mais il y a tout ce qu'on peut faire autour de la météo, autour de la réglementation, autour de la réception du public, autour de tas de choses. Il y a des milliers de métiers, je pense. Et ça, quand on voit le développement, et il continuera, ces métiers-là vont se développer, c'est certain. Il y a de l'avenir. Hein. Alors, une dernière question peut-être pour... Non, on n'a plus le temps, Philippe.
Moi, je peux, ça bon. Une toute petite dernière question, parce que vous avez parlé de voltige aérienne, d'évolution. Je voulais savoir, est-ce que vous avez vu des modes dans la voltige aérienne? Est-ce qu'il y a des modes comme, je sais pas moi, dans les spectacles, à un moment c'est feu d'artifice, puis après c'est plutôt danse, etc. Est-ce que dans la voltige aérienne, il y a des évolutions qu'on fait plus que d'autres en fonction des années, etc. Certainement, oui, il y a des phénomènes de mode, mais souvent, ils vont aussi avec de l'innovation ou avec de la technologie, parce que moi j'ai commencé il y a déjà un moment, et on avait, au début, les avions tournaient un peu moins vite, et maintenant ils tournent plus vite. Alors on a réussi à diminuer le poids, à augmenter la puissance, et donc à utiliser, par exemple, au début, le moteur était quelque chose qui tirait, qui vous aide, mais c'était pas une commande. Pratiquement, maintenant, il devient une commande avec les effets gyroscopiques. On tourne quelquefois 3 fois autour. Finalement, il suffit de laisser l'avion faire. C'est le moteur qui fait ça. Donc, il y a des effets de mode, mais il y a surtout qu'on évolue. Il y a souvent des gens qui vous disent, dans le temps, je préférais la voltige. Dans le temps, elle était beaucoup plus douce. Elle n'était pas du tout beaucoup plus douce. C'est que on avait un mal de chien à faire, peut-être avec des avions plus lourds. C'est qu'on ne pouvait pas faire plus. Et plus l'avion vous en donne, finalement, plus vous lui en demandez et plus vous faites de choses. Donc, en fait, la mode, elle évolue avec la qualité de la machine. Donc, l'évolution technique vous a peut-être permis d'être plus créatif, c'est ce que vous voulez dire? Oui, elle permet de faire beaucoup plus de choses, bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir très fort Catherine Monory, double championne du monde de voltige aérienne. Merci d'être venue nous voir.